Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Dragon Mag. Il y a quelques jours, Metz se rendait en terrain hostile à la Brest Arena pour défendre ses chances en Coupe de France. Et après un départ canon, les Dragons ont tenu leur match pour valider leur 10e finale en 20 éditions de Coupe de France. Mieux que ça, les joueuses d'Emmanuel Mayennade pourront briguer un 3e sacre consécutif, repoussant encore une fois les limites de l'imaginable en termes de palmarès. Ça sera un de nos points d'attention durant cette émission, tout comme la trêve internationale et la performance de l'équipe de France par exemple. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir notre invité du jour. Il s'agit de Julie Leblévec, ailière de Metz Handball. Salut Julie. Salut, bonjour à tous. Ça va bien, la trêve se passe bien, les entraînements à fond comme d'habitude? Oui, ça va, la trêve se passe bien et puis on continue de travailler comme d'habitude, donc tout va bien. J'en connais deux qui sont à fond comme d'habitude. C'est Thomas Lavaux de France Bleu Lorraine Nord. Salut Thomas. Salut Mathieu, salut tout le monde. Et Arthur de Let's Go Metz. Arthur Carmier, comment ça va toi aussi? Salut Mathieu, ça va très bien, on va parler handball, donc on est forcément heureux un vendredi. Alors allons tout de suite du côté de la Brest Arena pour débriefer la performance de Metz Handball en Coupe de France. C'est la première mi-temps. Je le disais en introduction, les joueuses de Metz Handball se sont facilité la vie en démarrant le match de belle manière. Un score de 1-9 qui a annoncé la couleur pour toute la rencontre, malgré des ajustements tactiques brestois, malgré des infériorités numériques temporaires. Tout s'est plutôt bien passé. Julie, cette dynamique conquérante en début de match, c'est quelque chose qui était convenu, qui avait été travaillé en amont, ou finalement c'est les étoiles qui se sont alignées et tout s'est bien passé dès le début? Non, je pense que ça faisait depuis quelques temps, notamment là avec la victoire contre Nantes, mais qui avait été un petit peu à l'arraché à la fin. On a voulu faire un vrai travail, je pense, de se remettre bien de remettre de l'énergie tout simplement dès le début. Et du coup, on a pu aussi préparer tout ça et du coup, ça s'est ressenti, je pense, sur le début de match à Brest où tout le monde était à fond vraiment sur le terrain et sur le banc, donc ça, c'était super. Thomas, on en a parlé ici, des débuts de match de Metz Handball qui était un peu compliqué dernièrement. Strasbourg, Dijon, Nantes, ça faisait plusieurs fois où Metz Handball se rendait un peu la tâche compliquée. Là, cette fois-ci, c'est une très belle réponse qui a été apportée par le collectif. Il y avait une différence entre le match de Brest et les matchs que tu viens de citer. C'est que là, on parle d'élimination directe. C'était un match décisif, tout se jouait sur cette rencontre. Et c'est peut-être ça, le petit paramètre en plus, qui a fait que Metz était totalement prêt à rentrer dans ce match. Brest avait une grosse déception à gérer, c'était l'élimination en Ligue des Champions, déjà à domicile, quelques jours plus tôt. Je pense que les Brestoises l'avaient peut-être encore en tête au coup d'envoi du match, mais ça garantissait pas non plus une telle entame de la part du Metz Handball. Voilà, Brest avait peut-être ce désavantage-là, il fallait accentuer là-dessus, et c'est ce que Metz a très bien fait. C'est, je pense, la grande différence. On a vu ce qui fait la différence entre Metz et le BBH cette saison, c'est qu'il y a un vrai collectif à Metz. Il faut qu'en face, pour y résister, il faut une équipe également qui soit à 100%. Quand ce collectif est capable de s'exprimer, quand dans les buts, Tadou Sakho, en début de match, en plus suppléé par ses poteaux, il y a eu quelques montants qui ont pu la sauver. Eh Parfois, il faut jouer avec la malchance des autres. Quand il faut jouer avec la malchance des autres. Et quand c'est le cas, l'écart peut monter très très vite. Et c'est ce qui s'est vu lors de ce match. Mais après, ce qui est intéressant, en plus d'avoir réussi cette entame, c'est de ne pas avoir redonné à Brest trop l'espoir. Parce que même s'il y a eu un petit rapproché en seconde période, j'ai trouvé que Metz avait quand même plutôt bien géré ses temps faibles. Ça n'avait peut-être pas été forcément le cas contre Nantes, quelques jours plus tôt. Mais là, à Brest, face à Brest, les temps faibles ont été plutôt bien gérés, je trouve. Justement, Arthur, la deuxième mi-temps, elle a été plus en gestion. Metz est resté sérieux, même si Brest a essayé de se ressaisir, ça n'est pas passé. Et c'est aussi ça qui est important dans ces matchs-là, c'est savoir creuser l'écart, mais aussi tenir son match. Oui, c'est sûr, quand on voit l'intensité de cette première mi-temps qui a été tout bonnement exceptionnelle, on pouvait se douter que ça allait pas faire plus 9 et ensuite plus 9 et un plus 18 au final. C'est quand même une formation Brest qui est sans doute parmi les deux meilleurs de son championnat avec Metz Handball. Les rebelles allaient forcément, excusez-moi la répétition, mais se rebeller pour essayer de sauver un petit peu une partie de leur saison, puisque comme le soulignait Thomas, elles ont pris un gros coup derrière la tête avec cette élimination en Ligue des Champions contre le FTC. La pression était peut-être sur les épaules des Brestoises avant la rencontre, parce que du fait de cette élimination, la demi-finale de Coupe de France prenait une grande importance
parce que l'enjeu il est très clair, c'est d'aller s'offrir une finale contre une équipe d'un calibre un petit peu moins supérieur, même si sur une finale tout est possible. Donc pression maximale, je pense, sur Brest d'ici la fin du championnat. Peut-être que l'ascendant psychologique est, si tant est qu'il avait été perdu, et de nouveau basculé du côté de Metz Handball, même si c'est pas une rencontre qui compte pour le championnat de France. Mais on a le sentiment que Metz, malgré cette deuxième mi-temps où Brest s'est rapproché, avait peut-être coché ce match sur son calendrier comme un match à absolument ne pas rater. Peut-être que ses entames sur les matchs précédents, Strasbourg, Nantes, etc., c'était peut-être un petit peu moins bien, mais là, tout de suite, Metz a su faire la différence et enfoncer encore un peu plus une équipe qui était en proie au doute moralement. Ce qui n'est pas forcément facile à la Brest Arena, on le sait très bien, les précédents exercices nous le rappellent. Julie, Arthur parle de dynamique et d'ascendant psychologique, etc. Quel est ton regard, toi, là-dessus, en tant que joueuse? On a déjà entendu plusieurs personnes dire, finalement, le match perdu à Metz n'a pas forcément fait basculer l'ascendant psychologique, c'est un match qui s'est joué à un but, c'était pas forcément quelque chose. Est-ce que ce match-là change quelque chose, cette victoire en Coupe de France? Je pense que c'est délicat parce que le match de Brest à Metz, finalement, à un but près, il peut avoir tous les scénarios, égalité, victoire, défaite. Donc, forcément, c'est frustrant quand on perd, mais c'était quand même très proche. Et je pense que ça, on a aussi réussi à le garder en tête et à plus se concentrer aussi sur nous. Après, est-ce que quand on a une défaite comme ça aide pour être encore plus motivé pour la rencontre Il y a d'après? le côté rebond, des fois. Oui, j'espère pas parce que ça voudrait dire que le prochain de championnat, elle serait plus motivée et ça, je pense pas. Mais c'est vrai qu'on avait à cœur, je pense aussi, de montrer aussi que c'était, on va dire, un jour un petit peu moins bien et qu'on pouvait faire beaucoup plus. Et au-delà de ça, c'est vrai que c'était vraiment le premier match. Allez, deuxième, non, parce qu'il y a eu l'écart aussi, mais à élimination directe. Et pour nous, c'était très, très important, forcément, de se mettre vraiment dedans et d'éviter de répéter un petit peu les entames difficiles contre Dijon-Nantes, parce que Brest, c'était encore de calibre supérieur, peut-être, à l'heure actuelle. Donc, on s'est vraiment concentré sur ça. En tout cas, du côté des performances, Thomas, on peut noter le fait que Emma Jacques a joué une grosse partie de la rencontre. Louise Burgard a été a priori malade et donc a laissé sa place, même si elle était présente avec le groupe. Elle a fait un gros match et c'est aussi peut-être ce match-là qu'on attendait d'Emma. Ça faisait longtemps qu'on attendait de la revoir en forme et faire un match de ce calibre-là à Brest de surcroît, ça montre qu'elle a parcouru du chemin depuis le début de saison où ça semblait compliqué. Oui, ça se voit dans le match qu'elle a fait. Elle a l'air visiblement de reprendre confiance. Statistiquement parlant, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait un match aussi riche. Alors en championnat récemment, Elle avait tiré les jets de 7 mètres Voilà. sur un des matchs précédents, mais ça reste du jet de 7 mètres, c'est pas des buts dans le jeu. Là, au-delà de ses statistiques, elle avait une vraie présence dans le jeu dès le début de la rencontre. Elle n'a pas fait ses statistiques une fois que l'écart a été fait. Elle a contribué vraiment à mettre Metz sur les bons rails. En termes d'efficacité, on l'a retrouvée dans son style propre. Elle est capable d'envoyer de très très loin, mais même dans sa relation avec les autres joueuses, dans la base arrière ou même la relation avec Sarah Bouktit, elle a été très intéressante. Elles se connaissent bien quand même. Voilà, elles se connaissent très bien, mais voilà, et Majak avait pas vraiment de référence encore cette saison en termes de jeu. Il faut y aller petit à petit. Elle sort d'une saison blanche l'année dernière à cause d'une blessure. Cette année, ça a peut-être été difficile moralement. Là, ça y est, elle sait qu'elle a la confiance. Son avenir est peut-être un peu éclairci, donc peut-être que ça lui permet de se sentir un petit peu mieux. Ces jets de 7 mètres contre Toulon, ça l'a peut-être confortée encore dans l'idée qu'elle pouvait avoir pleinement sa place dans cette équipe. Et là maintenant, en plus, elle a fait une excellente première mi-temps. Et c'est ça qui en plus rend cette victoire appréciable. C'est qu'il y a la victoire, il y a eu la manière, mais il y a aussi des satisfactions individuelles. Et Majak, Lucie Granier en font partie.
On peut noter aussi le temps de jeu d'Anne Mette-Hansen qui a joué 38 minutes et qui a aussi fait un bon match avec un 6 sur 7. Elle aussi, elle fait partie de ces joueuses qu'on attendait et qu'on voulait voir un petit peu plus jouer ou en tout cas performer avec Metz Handball, sachant en plus qu'elle est encore là pour la saison prochaine. C'est une des joueuses. Elle n'avait pas joué contre Nantes. Il faudra compter. Elle a répondu à Brest. Ouais. C'est ça, exactement. D'ailleurs, en parlant de Nantes, on va dire un mot sur l'autre demi-finale. Le calendrier fou des Neptunes de Nantes aura fait mal aux ambitions des coéquipières de Tamara Horacek. Qualification au Final Four d'European League à Sola le dimanche, défaite en championnat à Metz le mercredi et la réception finalement manquée de l'équipe de Dijon le samedi. Ça fait plutôt mal, elle se voyait bien briguer 2 trophées. Arthur, on les avait aussi entendus en zone mixte nous dire à quel point c'était la période charnière pour leur saison. Et bien finalement, il restera le Final Four d'European League et peut-être pour briguer une 3e place en championnat, mais la coupe c'est terminé. Ça reste décevant. Alors je vais dire quelque chose. Peut-être que si Nantes gagne le Final Four de European League, je vais passer pour un idiot. Ça effacera tout le reste, je pense. Ouais. Mais les dernières saisons des Neptunes sont quand même décevantes. Quand on regarde les investissements qui ont été faits dans cette équipe, on pensait que cette équipe pouvait un petit peu aller titiller Metz et Brest en championnat. La 3e place reste quand même relativement honorable et correcte. Mais le fait de manquer une finale de Coupe de France au profit de Dijon, sans manquer de respect à cette équipe de Dijon qui est une bonne équipe émergente de ce milieu de tableau de championnat de France qui cherche aussi à se qualifier en Coupe d'Europe, c'est vraiment dommage pour les Neptunes. Ce projet touche un petit peu à sa fin parce qu'on veut faire des économies du côté de Nantes. Il y a plusieurs joueuses qui vont partir. Ça aurait été bien au moins de faire une finale, de s'offrir une finale contre Metz Handball. Ça aurait été très beau pour cette équipe. Maintenant, je pense que leur dernière cartouche, ça va rester cette European League qu'elles ont déjà gagnée par le passé avec Grenade de Paola à l'époque. Oui, tu parlais de saison décevante, c'est pas si vieux que ça, ce trophée européen avec. C'est vrai, c'est pas si vieux que ça, mais c'est vrai que depuis ce trophée, on a le sentiment que le projet nantais patine un peu. Donc sur l'échelle française, il manque peut-être cette référence. Ouais. Et on peut s'attendre aussi à ce que les Neptunes de Nantes soient moins performantes les saisons à venir avec les difficultés financières et le fait que de nombreuses joueuses quittent le club en fin de saison malgré des contrats qui avaient été signés auparavant. En tout cas, ce sera une finale Metz-Dijon dans la nouvelle Adidas Arena. L'équipe de Côte d'Or Dijon dont on parlait, elle est 8e au championnat de France et pourtant elle a su saisir ses chances et notamment dernièrement depuis quelques remous en interne, le coach qui a été évincé pour se hisser à ce niveau-là. C'est une équipe qui a déjà été finaliste de Coupe de France sans pour autant la gagner en 2002 et 2007 en tant que Cercle Dijon-Bourgogne et en 2013 sous l'appellation JDA Dijon. Thomas, cette équipe-là, eh bien, on peut dire qu'elle peut tout faire finalement. C'est une équipe dont on n'attend pas grand-chose et qui va pouvoir essayer de se transcender sur cette finale. On le sait comment ça se passe dans ces ambiances aussi. Les équipes savent se mettre à leur avantage. Alors oui, pour Dijon, effectivement, il y aura un côté événementiel très prononcé. Après, les récentes finales de Coupe de France que Metz a disputées, que ce soit contre Paris, que ce soit contre Besançon, il n'y a jamais vraiment eu de place au suspense, un peu comme la demi-finale de Brest également. Donc Dijon est capable d'accrocher Metz, on l'a vu récemment en championnat. Si Metz, cela dit, est en pleine possession de ses moyens, Metz est quand même très très largement favori de cette finale, très très largement favori de cette finale. Et après, c'est toujours bon, c'est un peu problématique de faire le match avant le match. Cette finale, elle intervient dans un mois. L'avant-match d'ici là, t'inquiète. Il y aura eu la Ligue des Champions d'ici là, il y aura eu le match à Brest également, le match retour en championnat d'ici là, et tout ça, ça peut conditionner aussi mine de rien le Metz Handball, l'état d'esprit du Metz Handball. Julie, toi, tu en penses quoi? Alors, sans trop se projeter, bien sûr, hein, c'est encore relativement loin, cette finale de Coupe de France, mais ce match-up face à la JDA Dijon sera aussi des retrouvailles avec d'anciennes Messines, Ilona Di Rocco, Manuela Dos Reis. Comment tu le vois, ce match? Bah déjà, pour ce point-là, c'est super parce qu'en plus, c'est des filles avec qui j'étais au centre, donc c'est quand même des belles années, donc ça va faire plaisir de les revoir. Après, oui, quand on voit Dijon sur le papier, je pense que tout le monde pense directement aussi au dernier match, et je pense que c'est vraiment un des matchs, voire le match de la saison où personnellement j'ai eu le plus peur à un moment donné qu'on puisse pas revenir quand on était là à -5 en 10e mi-temps. Donc je pense qu'elles ont montré des très belles choses et je pense que pour moi personnellement c'est assez pour me faire
prendre en Prendre un peu- considération tous prendre un peu leurs de talents, on va considération. dire. Ouais, elles sont agressives, ça va vite, elles ont envie physiquement. Moi, je les trouve vraiment prêtes à chaque fois. Donc, je pense que ça peut être un très beau match. Donc, j'ai hâte aussi d'y être. En tout cas, oui. Moi aussi, j'ai hâte d'y être. Ce sera assez rapide, hein, malgré tout. Ce sera le 8 mai. Entre-temps, il y aura eu, comme le disait Thomas, le déplacement à Saint-Maur, la double confrontation face au CSM Bucarest. En tout cas, dans un mois et une semaine, on sera tous fixés sur l'issue de la Champions League et aussi sur le championnat, puisqu'il y aura eu aussi le match à la Brest-Bretagne Arena pour le championnat de France. L'indication du destin de Metz Handball sera à peu près fixée. On va être vigilant. On en reparlera bien sûr dans cette émission. On arrive tout doucement à la fin de cette première partie d'émission. Ne vous inquiétez pas, j'ai encore énormément de choses à vous raconter en deuxième partie. On va revenir avec l'actualité de la trêve internationale qui est particulièrement chargée. Ne quittez pas. Et nous sommes de retour sur le plateau de Dragon Mag, toujours avec notre invité du jour, Julie Leblévec, et nos chroniqueurs, Thomas Lavaux et Arthur Carmier, qui sont avec nous. On va parler maintenant de la trêve internationale, des différents résultats, et puis beaucoup de l'équipe de France. C'est notre deuxième mi-temps. Et commençons bien sûr par faire un grand tour d'horizon puisque 12 Messines, et oui 12 ça fait beaucoup, sont partis en sélection pour cette période de trêve. Il y a tout d'abord Mia Brkic sélectionnée avec la Croatie pour les matchs de qualification à l'Euro 2024. Au programme, un match contre la Grèce qui s'est terminé sur une victoire 13-24. La pivot Messine a joué mais n'a pas marqué. Prochaine étape dimanche, ce sera un match face à la Bosnie-Herzégovine. Pour le moment, la Croatie est deuxième de sa poule en bonne voie pour se qualifier à l'Euro qui aura lieu en fin d'année. Engagés pour une double confrontation face au Japon, les Danoises de Metz Handball Anne-Mette Hansen, Christina Jorgensen et Louise Winterburger joueront samedi et dimanche à domicile. Un match à Odense, l'autre à Silkeborg. On peut s'attendre à une grande revue d'effectifs de la part de Jesper Jensen. Ce sera face au Japon. Du côté de l'Allemagne, c'est un programme dantesque qui attendait Alina Grichsels. 3 matchs de qualification à l'Euro 2024 et le tournoi de qualification olympique à domicile face à la Slovénie, le Monténégro et le Paraguay. J'avais prévu, Arthur, de te demander si c'était pas trop 6 matchs en si peu de temps, mais je parle désormais au passé puisque malheureusement Alina Grichsels a subi une blessure hier face à l'Ukraine. 23e minute de jeu, elle a tenté un tir en pénétration. Ça s'est plutôt mal passé, il y a eu un contact, elle est restée au sol en se tenant la cheville gauche avant d'être portée hors du terrain par Emily Boll et Xenia Smith. On ne connaît pas encore l'étendue de cette blessure, mais quoi qu'il en soit, elle fait déjà mal. Ouais, il faut. Alors, je suis pas médecin, mais il faut espérer évidemment que ce soit une simple entorse, que les ligaments soient pas trop touchés. Après, ça peut arriver sur ce genre d'action quand Joe se tient la cheville, bah, que le genou est aussi pris dans le contact. Donc, tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est attendre et espérer que ça n'aille pas trop mal pour Alina Grichsels. Déjà pour elle, parce que c'est jamais agréable d'être éloigné des terrains comme cela, surtout dans une fin de saison palpitante. Et du côté de Metz Handball, on aura aussi besoin d'elle. Mais j'ai quand même envie d'évoquer ce calendrier de l'Allemagne qu'on a vu tout à l'heure. Je suis désolé, mais est-ce que c'est responsable de faire jouer autant de matchs en aussi peu de temps? Alors certes, il y a des rencontres amicales peut-être pour préparer ce TQ, pour essayer d'aller au jeu, mais est-ce bien raisonnable de faire un TQ comme ça sur 3-4 jours? On le voit, ça fait match le jeudi, le samedi, le dimanche, alors qu'auparavant il y avait eu match le samedi et le dimanche également. Ça fait des matchs très 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 resserrés. Donc soit on peut s'appuyer sur un gros collectif et pouvoir faire tourner, mais dans le cas de l'Allemagne, qui est une équipe qui est ambitieuse, mais qui n'a pas non plus une équipe très très large, qui s'appuie notamment sur Alina Grichsels aussi, sur ses performances, et bien ça fait beaucoup de responsabilités sur des mêmes joueuses. Je trouve ça assez inquiétant quand même. Alors ça fait des années qu'on le dit que les calendriers avec les matchs internationaux, les matchs en club, c'est de plus en plus dense chaque saison. Et depuis plusieurs saisons, beaucoup de joueuses en payent un peu les pots cassés. Ça a notamment été le cas depuis le Covid. On a essayé de rattraper des matchs avec les reprises de la saison. Enfin bon, c'est quand même assez dangereux. C'est pas impossible qu'après les Jeux Olympiques, il y ait des joueuses qui décident de prendre un petit peu de repos parce que là, le programme qu'il y a eu en 3 ans, c'est quand même assez lourd.
On se souvient du nombre de ruptures, ligaments croisés, des choses comme ça, qui avaient bondi juste après le Covid, la reprise des compétitions, et puis notamment les JO de Tokyo aussi. Ça avait été assez délicat, donc effectivement, il ne faut pas oublier l'intégrité des choses. Thomas, on se souvient, il y a quelques semaines, on avait fait un entretien avec Alina Greifsels qui nous évoquait à quel point ces TQO étaient importants pour elle. Elle rêvait d'aller à Paris. Alors, voilà, on n'a pas du tout l'étendue de sa blessure, etc. Paris n'est pas du tout exclu, loin de là. Mais en tout cas, ce TQO, elle ne va pas pouvoir le disputer vraisemblablement à domicile. On la voit mal revenir en pleine forme pour les prochains jours. Ça fait mal au cœur et ça peut porter préjudice à cette équipe d'Allemagne. En tout cas, oui, pour l'équipe d'Allemagne, c'est un gros souci. Est-ce que la qualification sera remise en cause? L'Allemagne a l'atout d'organiser ce TQO. Ça peut être une chance pour cette formation. On voit le pédigré des adversaires. Ça sera pas facile. Il y aura du répondant en face. Mais même si Alina Greifsels est sur le flanc, bon, je pense que l'Allemagne a quand même des chances de pouvoir franchir ce TQO. Le fait de l'organiser sera un gros atout. Et je pense que pour Alina Greifsels, ce serait quand même une excellente chose également, parce que quelle que soit l'étendue de sa blessure, quelle que soit la durée que sa blessure dont elle aura besoin pour se remettre sur pied, voilà, si elle sait malgré tout qu'elle a cette échéance en fin de saison, moralement, ça sera important pour elle, qu'elle puisse revenir également à Metz, qu'elle puisse se remettre également dedans. C'est vrai, mais après c'est cette organisation également des TQO sur cette question de la densité des plannings. Cette année, avec les Jeux Olympiques, il y a quasiment 3 saisons à faire cohabiter en une. Vous avez celle du championnat, vous avez celle de la Ligue des Champions. Ça représente autant de matchs dans un club comme Metz, le championnat que la Ligue des Champions. Et en plus derrière, vous avez la saison internationale. Forcément, il faut faire rentrer tout ça au chausse-pied et on en arrive à ce genre de séquence, à ce genre de blessure. En tout cas, je vais rappeler tout de même que le coach de l'Allemagne a évoqué qu'il y avait eu beaucoup d'inquiétudes au moment de la blessure et qu'ensuite les nouvelles étaient plutôt rassurantes, mais que les examens étaient encore en cours. Donc voilà, ce match a eu lieu hier soir. On va attendre de savoir exactement ce qu'il en est. On espère qu'Alina Greifsels fera mentir peut-être les pronostics et les images en revenant rapidement en jeu, que ce soit avec son équipe nationale ou avec Metz Handball, puisqu'il y en aura aussi besoin avec l'équipe des jaunes et bleus. On va poursuivre notre tour d'horizon des internationales avec les jeunes pousses messines. Emma Tuchela, Fatima Camara et Manon Erard qui sont convoqués en stage avec l'équipe de France U20. Ce sera du 7 au 14 avril sous les directives d'Éric Barada. L'objectif, préparer au mieux le mondial en Macédoine du Nord, ce sera du 19 au 30 juin. Le rassemblement sera suivi d'une série de matchs du 10 au 14 avril. Au menu, la Suède, la Roumanie et les Pays-Bas, toujours en U20 bien sûr. Et enfin, pour terminer cette revue d'effectifs, il y a les Françaises, les championnes du monde. Chloé Valentini, Lucie Granier, Atadou Sakho, Sarah Bouktit. Elles jouaient contre l'Italie jeudi, rencontreront la Lettonie dimanche pour boucler les matchs de qualification à l'Euro 2024. Et enfin, un petit amical face à la Roumanie à Clermont-Ferrand le 14 avril. Et on va justement parler de ce premier match contre l'Italie. Le match aller, il y a quelques mois, avait été une boucherie, on peut le dire, avec plus de 50 buts marqués. Cette fois, c'était dans un gymnase municipal amélioré. Je suis désolé pour nos amis italiens, la maison du handball local, où il n'y avait quasiment pas d'ambiance. L'équipe de France a démarré sur un festival, 7 buts à 1 en 10 minutes avant de lever un peu le pied, 7 à 19 à la mi-temps, puis une large victoire au final, 13 à 36. Thomas, je vais arrêter le monologue. Qu'est-ce qu'on tire de tout cela, d'un match comme celui-ci? Que ça aura été une bonne préparation. Là, l'équipe, la qualification était déjà assurée depuis longtemps. L'objectif, c'était de travailler un peu dans les conditions du direct. C'était plus qu'un match amical, ça restait un match de compétition et donc ça a permis une bonne revue d'effectifs, ça a permis une bonne de mesurer un petit peu l'état de préparation de cette équipe face à un adversaire, c'est vrai, qui a eu du mal à résister, qui appartient pas au gratin européen, mais on a vu que même si effectivement l'adversaire était pas au niveau, même si l'atmosphère, l'environnement faisait un petit peu match amical, on a quand même une équipe qui était concernée dès le début et une équipe disposée aussi à travailler, on va dire, en prévision des objectifs pour les mois prochains. Pas pour l'Euro, c'était un match de qualification, mais là c'était on préparait clairement du côté de l'équipe de France. Les JO, ouais.
Arthur, on peut noter la performance de Lucie Granier, encore une fois, un 6 sur 9. Elle a été seule ailière droite sur ce match, puisque Alicia Toublanc est forfait suite à une blessure. On attend que Pauline Coatana rejoigne le groupe France. Ça a bien coulissé aussi avec Laura Flip. Laura Flip qui a aussi dépanné en fin de match sur l'aile. C'est un poste, on peut pas dire qu'elle ne le connaît pas. Elle sait plutôt faire, je pense. Ça nous donne de bonnes petites indications sur les états de forme des unes et des autres. Ouais, c'est intéressant de les voir jouer ensemble, même si évidemment c'est pas la première fois. Elles ont connu quand même pas mal de campagnes avec les Bleus, mais pour en revenir à Lucie Garnier, c'est bien. Elle marque des points pour les Jeux Olympiques. Le sélectionneur aura le choix entre trois joueuses, donc on peut souhaiter à Lucie Garnier qu'elle fasse partie des deux heureuses élues, parce que je pense pas que Olivier Crumbles prendra trois ailières droites pour Paris 2024. Alors, le groupe étant très restreint, ça m'étonnerait que ce soit sur ce poste-là qu'il y ait le plus de tension. Ouais. Il a été déjà pas mal restreint pendant cette première trêve en vue des Jeux Olympiques. Donc on va lui souhaiter ça à Lucie Granier et de continuer d'avoir des caviars de Laura Flip. Julie, justement, Lucie Granier, tu l'as vu arriver à Metz Handball avec des ambitions, mais il a fallu s'adapter pour elle cette saison. On sent qu'elle est vraiment sur une montée en puissance. Ça fait plusieurs fois qu'elle fait des grosses performances aussi bien avec Metz Handball qu'avec l'équipe de France. Tu la connais bien, on sent qu'elle est bien dans sa tête, elle est bien dans son jeu. Oui, bah c'est sûr que l'arrivée à Metz Handball, faut s'acclimater un petit peu juste pour l'environnement, la ville, le jeu. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Et puis, bah, comme tu l'as dit, elle est vraiment montée en puissance, je pense, sur toute cette année. Et puis ces derniers mois, elle a atteint un super niveau. Donc, bah, c'est super parce que c'est aussi le moment avec le club où les matchs importants vont arriver. Donc, et je pense que ça se passe bien pour elle, en tout cas sur le terrain, dans sa tête. Et puis c'est super pour l'équipe, donc rien à dire. Et puis j'espère que ça va continuer comme ça pour elle, en tout cas. Vous entendez bien aussi sur le terrain, il y a certains sourires, certains signes qui ne manquent pas. J'ai en tête l'image quand elle sort lors du match contre Toulon, je crois, et qu'elle te passe la main. On sent qu'il y a une bonne entente entre vous deux, vous formez un bon binôme. Oui, bah on s'entend très bien en binôme sur et en dehors du terrain, donc c'est vraiment super. Ouais. En tout cas, on va revenir à cette équipe de France. Atadou Sako est entrée en jeu en deuxième mi-temps. Elle a fait un joli 6 sur 12, 50%. Ça fait toujours du bien pour une gardienne. Chloé Vantini y allait de son 6 sur 7. On aura peut-être juste un petit regret, c'est de ne pas avoir vu Sarah Bouktit en jeu. On espère la voir contre la Lettonie, Arthur. Ouais, effectivement. Alors, je sais pas si elle avait un quelconque pépin physique à l'instant T qui nécessitait de la laisser au repos et d'attendre qu'elle joue contre la Lettonie. Donc je vais quand même rester mesuré et pas trop me prononcer pour cela. Mais oui, on espère évidemment l'avoir contre la Lettonie. Sarah Bouktit, c'est une joueuse qui prend de plus en plus d'importance dans ce groupe France. On l'a vu notamment sur les derniers championnats du monde. Certes, la titulaire, entre guillemets, du poste, c'est Pauletta Fopa, qui a un statut différent. Ça fait plusieurs années, ça fait longtemps qu'elle est là dans Un cette exemple de équipe. précocité aussi, Pauletta Ouais, Fopa. effectivement. Un exemple de précocité assez remarquable en club, mais là surtout en équipe de France. Et je suis persuadé que Sarah Bouktit, elle aura une importance majeure pour les Jeux Olympiques, si tant est qu'elle est sélectionnée. En tout cas, Olivier Crumble, ça fait travailler son équipe avec ce match, notamment avec une défense 1-5, avec Stan Nzeminko et Méline Nokandi qui étaient mises un petit peu en avant. Si on cherchait une utilité à ces matchs, c'est probablement celle-là, et Olivier Crumble ne s'en est pas caché. On peut voir une de ses déclarations après la rencontre. Il évoque justement que le fait que ce match ne restera pas dans les annales comme le meilleur match de l'équipe de France. Ceci dit, on a joué sérieusement, on a respecté les Italiennes qui ont fait un bien meilleur match que celui qu'elles avaient fait à l'aller. On a un peu bafouillé notre handball sur une ou deux situations nouvelles. C'était un match de travail plein d'enseignements. Thomas, on trouve un petit peu écho dans ce qu'on a pu dire. L'équipe de France travaille pour les prochaines échéances et ça passe aussi par des ajustements comme celui-ci et des situations nouvelles. On vient de citer cette défense 1-5, mais pas seulement, aussi des ajustements tactiques. Il y aura besoin d'une palette complète pour pouvoir remplir tous les objectifs qui sont ceux de l'équipe de France. Et parfois, cette palette, notamment en défense, ça passe par une adaptation à l'adversaire. Là, il y avait un gros écart avec l'Italie, mais quand la France se retrouvera face à des adversaires de son niveau, parfois c'est aussi l'ajustement, un petit ajustement défensif, un petit ajustement tactique, une défense un peu remodelée qui peut permettre de pouvoir prendre l'ascendant, faire la différence. C'est pour ça que même si Sarah Bouktit n'a pas joué contre l'Italie,
je pense qu'on pourra on la reverra, elle aura sa chance également, parce que dans cette dimension de combat, dans cette dimension physique, elle peut vraiment apporter quelque chose. Puis quand la France va affronter aussi des adversaires plus coriaces physiquement, euh, avoir 2 choix au poste plutôt qu'un, ça sera un gros avantage. Donc effectivement, la France est en train de travailler, et dans cette optique de travail, dans cette optique de répétition, le plus d'options il y aura, le mieux ce sera, que ce soit des options tactiques, que ce soit des options également en termes de joueuses. Arthur parlait de la sélection pour les Jeux Olympiques. S'il y a peut-être un poste où on peut prendre 3 joueuses, c'est peut-être le poste de pivot aussi. C'est là où Sarah Bouktit a peut-être un petit peu plus de chances de voir les Jeux Olympiques. Mais bon, on aura le temps de voir ça venir, on aura l'occasion d'en reparler. C'est peut-être anecdotique, mais je vous propose de regarder le classement de ce groupe de qualification pour l'Euro. L'équipe de France est bien en avance avec 10 points. La Slovénie en a 6, l'Italie en a 4 et la Lettonie en a 0. L'équipe de France est d'ores et déjà qualifiée, pas de souci de ce côté-là. Il restera donc ce dernier match face à la Lettonie qui va continuer de permettre le travail pour l'équipe de France. En tout cas, on va terminer ce chapitre. Il nous reste une séquence dans cette émission. C'est la dernière ligne droite avec la conférence de presse. Alors Julie, je t'ai vu te redresser un petit peu dans ton siège, tu sais que c'est ton moment, c'est l'heure de ta conférence de presse et tu sais j'ai tendance à aller assez rapidement dans le vif du sujet. Il y a 2 semaines, on avait Emmanuel Mayonnatte sur ce plateau qui nous évoquait le fait que tu ne rentrais pas forcément dans les plans pour la prochaine saison, ce qui veut dire que a priori ton expérience avec Metz Handball devrait toucher à sa fin. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet ? Ben non, c'est juste confirmé ouais, que l'année prochaine, je serai plus à Metz après ces 6 années et que voilà, j'ai trouvé un nouveau projet. Il y aura les infos qui arriveront rapidement. Je veux pas comment dire. Pas de spoiler. Divulguer. Pas spoiler. Surtout, je veux pas déranger le boulot des équipes de com du club en question, donc je leur laisse le temps de s'organiser, mais voilà, j'ai trouvé un projet, donc ça, je suis contente, et puis voilà, puis, de toute façon, je pense que c'était là une page qui se tourne pour moi, et puis ça fait une super expérience là de 6 ans à Metz, donc voilà. Il y a eu un petit peu de déception peut-être quand même de savoir que tu n'avais pas continué avec cette équipe de Metz Handball, où tu as quand même connu beaucoup de choses. On parlait des trophées tout à l'heure, en 6 ans tu en as connu quelques-uns aussi. Non, pas de déception parce que je pense que c'était le bon moment pour les 2 parties, on va dire, que ce soit de mon côté ou même pour le club de prendre la décision. Donc vraiment 0 déception, pas de regret et puis juste voilà, c'était 6 années qui m'ont vraiment forgée en tant que joueuse mais aussi en tant que personne, surtout quand j'arrive après le bac à 18 ans et puis voilà, après j'ai passé je suis passée par différentes étapes, le centre, découvrir les pros, après être pro, partir en pré 1 an à Fleury, revenir. Et c'est vraiment génial à vivre et puis c'est plein d'enseignements. Donc je pense que c'était aussi le moment pour moi de pouvoir aller sur un nouveau projet aussi. Et puis derrière aussi, ça pousse très fort avec les jeunes qui arrivent. Et puis je pense que c'est vraiment en accord et donc tout va bien. J'ai pas été déçue et puis je suis excitée aussi pour la suite. En tout cas, on te souhaite de partir de Metz avec le maximum de trophées dans ton sac. Alors, trophées peut-être pas, mais peut-être les médailles, on te les laissera. Les trophées, ils restent aussi. Voilà. Messieurs, une question pour Julie. Oui, alors si on prend... Non, je plaisante, on va pas te cuisiner sur le club. Non, j'ai une question un petit peu extra handball. On sait que tu vis ta carrière de handballeuse en parallèle avec tes études. Alors, tu as déjà été interrogé à plusieurs reprises à ce sujet, mais comment est-ce que tu évolues là, cette saison à ce niveau ? Cette saison, du coup, là, je suis encore en train de faire les études en parallèle. Donc, ça fait des semaines où je peux aller entre 6 heures, 12 heures, un peu plus, même quand on a des demi-journées libres à l'école, quand je peux. Là, par exemple, j'ai été 2 heures avant la muscu ce matin, ensuite muscu, et puis j'enchaîne un petit peu quand je peux. Là, je fais des cours de 4e année actuellement, sur les 5 années d'école. Donc, 2e moitié de 4e année même.
je vais dire qu'il reste à peu près 2-3 ans. Donc je pense que l'école, au lieu de la faire en 5 ans, je pourrais la faire en 8-9 ans, sachant que ça va aussi un petit peu plus lentement maintenant que je suis avec les pros et que le rythme est encore plus soutenu. Et puis là où je vais être amenée à être à distance, mais tant que je peux faire les deux, moi je suis contente. Donc voilà, ça suit son cours, on va dire. Il y a souvent des sportifs qui choisissent des cursus courts. Là, on l'a entendu, toi, tu es parti sur le cursus le plus long possible Ouais, c'est un dans peu tes long. études. Ça va te servir un jour, ça, tu crois? Bah oui, parce que au-delà La de... question est triviale, hein, c'est volontaire. Non, et c'est vrai qu'il y a toujours les discours de une carrière de sportif, c'est court, Ouais. etc. Mais au-delà de tout ça, je pense que moi, le fait d'aller à l'école tous les jours, ça permet aussi de faire que je sois épanouie au quotidien parce que j'adore aussi apprendre et puis ça permet de voir des gens, de garder aussi ce lien. Et puis, je pense que c'est hyper intéressant du coup à vivre. Et puis, oui, s'instruire, apprendre, être curieuse, c'est quelque chose aussi, moi, qui me fait plaisir dans la vie de tous les jours. Donc ça va me servir dans tous les cas. Oui, je pense. Thomas, une question? Alors justement, pour cette question de ton avenir proche, qu'est-ce que tu as mis en avant? Est-ce que c'était vraiment le projet que ce club a pu te proposer, que d'autres clubs ont pu te proposer, ou est-ce que c'était vraiment cette compatibilité avec cet équilibre entre le hand, les études? Ça a été quoi la priorité? Alors, pour moi, la priorité aujourd'hui, c'est le hand parce que, bon, il y a forcément une contrainte de temporalité, mais c'est aussi, on va dire, dans mon cœur, ce que je sens à l'heure actuelle, c'est j'ai envie de faire du hand et j'ai envie de maximiser ce que je peux faire, là où je peux aller, de prendre le plus de plaisir, bah, tant que j'ai l'âge, on va dire aussi. Donc, pour moi, c'était le hand la priorité. Après, c'est sûr qu'il y a forcément des contraintes avec l'école, mais j'ai eu la chance que on puisse s'organiser un petit peu en amont. Et on a réussi à organiser de façon à ce que ma destination de l'année prochaine n'influerait pas parce que tout pouvait être fait à distance. Donc du coup, niveau handball, j'étais ouverte à tous les projets. Donc je me suis basée sur le choix sportif. Et après l'école, on avait anticipé, on s'était organisé en amont. Oui. Grâce à la flexibilité à l'ENIM, ça c'est vraiment super. Je rebondis un petit peu sur ce que tu dis, tu aimes le handball, ça se sent aussi sur le terrain, c'est pas toi qui as le plus de tickets shoot dans un match, mais quand tu en as en général, tu essaies d'en faire quelque chose d'intéressant, des roucoulettes, des chabs, tu nous tentes des choses incroyables à chaque fois. Avant tout, j'imagine que tu essaies de prendre du plaisir, mais cette palette technique, d'où est-ce que tu la sors? C'est quelque chose que tu travailles depuis longtemps? Oui, c'est quelque chose que je travaille, que j'aime travailler. Et puis au-delà de ça, je pense que c'est aussi dû à mon gabarit. C'est-à-dire que je n'ai peut-être pas l'extension la plus impressionnante et la force la plus impressionnante. Donc je suis aussi obligée de trouver on va dire des solutions pour pallier, surtout à ce niveau-là où les gardiennes sont de plus en plus aguerries, on va dire. Et après, au-delà de ça, c'est sûr que en étant passionnée de hand, fan de hand, et puis de regarder les matchs depuis toute petite, je sais que ce qui me fait vibrer, c'est aussi ça, le côté technique, un petit peu spectacle, parfois en essayant de l'utiliser à bon escient, mais du coup, ouais, je pense que c'est quelque chose que je travaille depuis un petit moment parce que ça me fait plaisir aussi, et puis parce que c'est ma façon de jouer maintenant. Que j'ai eu le plaisir moi, de commenter plusieurs de tes matchs et de m'enflammer sur certains de tes gestes, donc j'espère avoir encore l'occasion d'ici la fin de saison de m'exclamer un petit peu sur une petite roucoulette ou un truc comme ça fait toujours plaisir et ça passe toujours bien aux images. En tout cas, on est déjà sur la fin de cette émission. Merci Julie d'être venue te prêter à l'exercice. Merci messieurs les chroniqueurs. Merci à l'équipe technique également d'avoir travaillé sur cette édition. On se retrouve la semaine prochaine à 18h30 pour un nouveau Dragon Mag. À très bientôt.